vous regardez Al24 News. Bonsoir à tous à la une de ce mercredi 22 décembre 2021. Prévu pour le 24 décembre, le scrutin ne pourra pas avoir lieu. Une commission du Parlement libyen chargée du suivi de l'élection présidentielle a conclu à l'impossibilité de tenir ce scrutin en Libye. Madagascar, le bilan du naufrage s'alourdit à 64 victimes. Les recherches de disparus suite au naufrage du bateau clandestin Francia, naufragé au large de Sainte-Marie depuis lundi dernier, se poursuit. Dès aujourd'hui, le pass vaccinal contre la Covid-19 est obligatoire en Tunisie. La mesure est entrée en vigueur pour une durée de 6 mois. J-2 avant l'élection en Libye, il semblerait que la présidentielle soit impossible à tenir ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui une commission du Parlement libyen chargée du suivi de l'élection présidentielle après consultation des rapports techniques, judiciaires et sécuritaires. Les précisions de Leïla Gardal. Les élections présidentielles en Libye reportées, c'est sans surprise que la commission du Parlement l'a annoncé ce mercredi. Celle-ci a conclu à 48 heures seulement du jour J à l'impossibilité de tenir ces élections à la date prévue, c'est-à-dire le 24 décembre. Avant même que l'annonce du report ne soit officielle, les rumeurs avaient déjà bon cours. De doute en certitude, l'annonce tombe tel un coup près. Les élections sont reportées à une date ultérieure, fixée cependant au 24 janvier, soit à un mois. Bien sûr, cela pourrait sembler convenable vu l'impossibilité vraisemblablement de tenir ces élections aux normes exigées. Lorsque la moindre condition, à savoir celle de connaître la liste définitive, les candidats postulants n'est pas satisfaite, sans oublier le retrait des groupes armés sur le terrain et des milices. La commission qui a décidé du report a annoncé que le Parlement doit se charger d'adopter les mesures nécessaires afin de lever, je cite, les entraves au processus électoral. Dans ce cas précis, cela signifie qu'une prolongation d'1 mois est suffisante à lever tous les obstacles qui empêchent les élections d'avoir lieu, ce qui serait l'idéal. Mais ceci est loin d'être vrai. Ces élections ont besoin d'un minimum de 6 mois juste pour pouvoir commencer, car la question libyenne, à la différence des autres questions, tient d'une grande complexité que des décisions seules ne pourront résoudre. Et pour en parler, nous avons avec nous Kamal Mraach, écrivain et journaliste libyen. Bonsoir, monsieur Mraach. Au vu des derniers développements en Libye, quelle lecture peut-on faire de ce report qui était prévisible finalement ? À cette situation-là, bien sûr, la tenue des élections est impossible. Et à mon avis, maintenant, le scénario le plus probable, que le Parlement doit prendre ses responsabilités. Je pense qu'il y a une réunion prévue le 27 décembre et que le gouvernement va décider, le sort du gouvernement, soit nommer un nouveau Premier ministre et le chargé de former un nouveau gouvernement, soit changer totalement le conseil présidentiel, le gouvernement et chercher une autre solution pour que le pays ne va pas sur la Monsieur Mraach, ce report est-il garant d'un apaisement de la situation en Libye ? Est-ce qu'il représente la solution aux obstacles actuels sur le terrain ? La réponse n'est pas de tous. Pour moi, ça me fait rire quand monsieur le président de la commission a annoncé le report d'1 mois. Et alors, ces obstacles qui ont fait ce report sont toujours là. Il n'y a pas possible de trouver des solutions à cet obstacle pendant 4 semaines. La balle est toujours à son camp. C'est à lui d'annoncer la tenue des élections. C'est lui le responsable logistique et technique de la tenue des élections. Je ne pense pas qu'un rapport d'1 mois des élections va trouver des solutions miracles. Oui, et la communauté internationale qui a soutenu ces élections peut-elle peser de son poids aujourd'hui, monsieur ? Le sort du gouvernement, s'il a réussi de nommer un nouveau Premier ministre et le chargé de former un gouvernement avec, bien sûr, l'aide, le soutien de la Commission des Nations Unies en Libye, surtout avec la présence de Stephanie Williams, qui a pris le relais après la démission du président de la Commission, peut-être avec une forte pression sur
les milices du Tripoli pro-Dbaïba, peut-être on va former un nouveau gouvernement et commencer une nouvelle période de transitoire pour aller aux élections, je pense, dans 6 mois, peut-être plus, et avoir le temps réel pour les défis réels de la tenue des élections. Merci beaucoup Kamel Mraa. Je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste libyen. Merci pour toutes ces précisions. Merci, au revoir. Au revoir. Cela fait 1 an, jour pour jour, que le Maroc a décidé de normaliser ses relations avec l'entité sioniste. Le peuple marocain, toujours contre cette décision, a investi les rues du pays à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine qui compte faire du 22 décembre une journée nationale contre la normalisation. Souila Kilal. 1 an après, le peuple marocain ne décolère toujours pas et compte bien le faire savoir. Ce 22 décembre, date qui marque le triste anniversaire de la trahison historique du régime du Merzen envers son peuple et envers la cause palestinienne, est une journée marquée par l'organisation de manifestations sous le slogan « Notre bataille continuera jusqu'à l'annulation des accords de normalisation et de coopération militaire par les opposants à la normalisation » en réponse à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine qui s'était prononcé en faveur d'une journée nationale contre la normalisation dans plusieurs villes et régions du Maroc. Le Front marocain de soutien à la Palestine contre la normalisation a appelé à faire du 22 décembre la 4e journée nationale de solidarité avec le peuple palestinien, afin que les Marocains partout à travers le pays puissent exprimer leur soutien à la cause palestinienne et le rejet de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Le coordinateur du secrétariat du Front marocain de soutien à la Palestine, Tayeb Medmed, a indiqué que l'accord entre les États-Unis, le Maroc et l'entité sioniste intervient dans un contexte marqué par l'escalade de la tyrannie sioniste et que le peuple marocain ne se taira pas face à cette injustice. Le peuple marocain continuera son combat aux côtés du peuple palestinien. La normalisation est illégitime et illégale. Le peuple refuse complètement cette décision qui sera annulée tôt ou tard. Pour rappel, le régime marocain a normalisé ses relations avec l'entité sioniste le 22 décembre 2020. Il a également signé un accord de coopération sécuritaire et militaire avec l'entité sioniste à l'issue de la visite au Maroc du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en novembre dernier, faisant du royaume une base avancée pour l'ennemi sioniste dans la région. Nouvelle attaque des unités de l'armée populaire de libération sahraoui, l'APLS, contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Farsia, Haouza, Aousserd et Mahbes. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte, d'après le ministère sahraoui de la Défense. L'ancien Premier ministre nigérien Goodluck Jonathan, médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise politique malienne, a eu un entretien avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Goodluck souhaite la mise en place d'un calendrier électoral d'ici la fin de l'année pour aider le Mali à sortir de sa crise politique. Mohamed Amin Aberkan. Accompagné par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan s'est entretenu avec Assimi Goïta, le président de la transition. Les échanges ont porté sur l'avancement du calendrier électoral, des activités politiques et des recommandations phares de la CEDEAO. Nous a demandé de bien vouloir nous rendre à Bamako à rencontrer le président de la transition du Mali afin de s'enquérir de l'avancement des activités politiques concernant le Mali. Vous savez que la situation au Mali, c'est aussi lié à la transition qui est en cours dans ce pays. Alors donc il fallait venir avec les décisions, les recommandations des chefs d'État de la CEDEAO, avec l'espoir également que d'ici la fin de l'année, nous aurions donc tout un calendrier en place pour l'organisation des élections qui est justement une des recommandations phares de la CEDEAO.
Goodluck Jonathan a également annoncé revenir à Bamako certainement au mois de janvier, avant de rappeler la nécessité pour la conférence des chefs d'État d'organiser les élections au mois de février 2022. Après le coup de force du 18 août 2020 à Bamako, la CEDEAO avait suspendu le Mali de ses rangs et stoppé les échanges financiers et commerciaux avec ce pays, en proie à un cycle de violences terroristes et intercommunautaires. Et l'Arabie saoudite envoie une aide humanitaire au Soudan. Il s'agit de dons d'équipements médicaux et environnementaux. Un total de 46 tonnes a donc été fourni par le Centre d'aide et de secours humanitaire du roi Salman pour renforcer le système sanitaire du Soudan. Plusieurs membres du gouvernement soudanais étaient présents à la réception de ces dons à l'aéroport de Khartoum. Le Soudan qui vit depuis le 21 août 2019 une période de transition de 53 mois. Au fur et à mesure que les recherches avancent, le bilan des morts s'alourdit. Je vous le disais en titre, le naufrage d'un navire au large du nord-est de Madagascar lundi a fait en moins 64 morts. Un bilan actualisé après la découverte de 25 nouveaux corps. Peu de temps après, un hélicoptère qui se rendait sur les lieux s'est abîmé en mer. Le bateau transportait à son bord 138 passagers. Il a subi une panne provoquant son naufrage selon les responsables de l'agence portuaire maritime et fluviale. Au bilan, fin de la tournée pour Antonio Guterres, il appelle les dirigeants à ne plus paralyser le pays. Le chef de l'ONU a donc appelé les dirigeants politiques du Liban à rester unis et à être à l'écoute du peuple. Les détails avec Emmanuel Merat. Dernièrement, la visite du président français prévue au Mali a été annulée. Après une longue brouille diplomatique entre Paris et Bamako, principalement due aux pressions françaises sur les autorités qui dirigent la transition dans ce pays africain, mais aussi à la Grande populaire qui secoue toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, où les citoyens critiquent virulemment le rôle que joue l'ex-puissance coloniale sur le continent et sa responsabilité dans la déstabilisation de la région sahélo-saharienne, notamment après l'agression de la Libye et l'intervention au Mali. Le site Mali Actu révèle que Paris voulait, je cite, « profiter de la présence du président français à Bamako pour organiser le 20 décembre dans la capitale malienne, un mini-sommet du G5 Sahel qui associe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, était attendu à Bamako pour l'occasion. Ce sommet aurait dû permettre d'associer aux discussions des représentants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec laquelle les autorités de la transition entretiennent une relation pour le moins tendu. Ce rendez-vous annulé est aussi à mettre en écho avec les nombreuses protestations populaires contre la présence française au Mali et surtout au Burkina Faso et au Niger, où un convoi militaire important lié au dispositif Barkhane a vu une opposition farouche de la population qui s'est interposée lors de son passage. Pour rappel, la zone des trois frontières est extrêmement fragilisée et en proie récurrente à des attaques terroristes. Enfin, si Bamako peut compter sur le soutien déterminé du voisin du Nord dans la perspective de paix et de stabilité consacrée par les accords d'Alger, Paris, pour sa part, craint que des acteurs géopolitiques concurrents comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie se rapprochent des gouvernements africains en place et gagnent le cœur de la population qui crie à chaque occasion son ras-le-bol de la politique néocoloniale française en Afrique. Et puis l'Irak qui annonce le versement de l'intégralité des indemnités de la guerre du Golfe au profit du Koweït. La Banque centrale d'Irak a donc versé 44 millions de dollars. Il s'agit du versement de la dernière tranche d'indemnisation, 52,4 milliards de dollars de compensation financière au total. L'Irak aura donc payé le montant total de l'indemnisation approuvé par le Comité d'indemnisation des Nations Unies qui est sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU en vertu de la résolution 687 pour l'année 1991. Pour rappel, l'Irak avait cessé de payer en 2014 pendant la guerre contre le groupe terroriste, le groupe État islamique Daesh, qui contrôlait un tiers du pays à l'époque avant de reprendre les versements en 2018.
Au Yémen, l'aéroport de Sanaa fermé au vol humanitaire après des frappes aériennes de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite qui dit riposter à des attaques de drones. Aucune victime d'après le directeur de l'aéroport qui indique que les entrepôts pour les marchandises importées et celles destinées à l'exportation avaient été détruits. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a condamné les raids saoudiens et a appelé les deux parties à maintenir l'aéroport de Sanaa à l'écart des combats et de veiller à ce qu'il puisse à nouveau fonctionner pour les vols médicaux et commerciaux. Selon l'ONU, la guerre au Yémen aura causé la mort de 377 000 personnes d'ici la fin de l'année 2021, dont environ 227 000 décès dus aux conséquences indirectes du conflit, telles que le manque d'eau potable, la faim et les maladies. En Slovénie, les contrôles de police ont été renforcés au sud et est du pays suite à une augmentation des vols et actes de vandalisme. Une région où se trouvent des camps de Roms. Ces derniers sont visés par les Slovènes après la hausse des vols et actes de vandalisme. L'ONG Amnesty International estime à 11 000 le nombre de Roms en Slovénie. La plupart vivent dans des camps ou des bidonvilles. Selon un rapport de l'Union européenne, les adolescents peuvent devenir des cibles faciles pour ceux qui veulent les inciter à entrer dans la délinquance. Hier soir, on vous parlait de NFT. Aujourd'hui, le premier SMS de l'histoire a été vendu sous forme de NFT. Une transaction adjugée lors d'une vente aux enchères organisée par la Maison Agut à Neuilly-sur-Seine, en France, pour la modique somme de 107 000 €. Le SMS en question est composé de 15 caractères « Merry Christmas » qui ont été transmis le 3 décembre 1992 par un ingénieur informatique via le réseau britannique Vodafone. L'acheteur est canadien et travaille dans les nouvelles technologies. Vodafone, le vendeur, compte reverser l'argent à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Santé, le pass vaccinal contre la Covid-19 est entré en vigueur en Tunisie mercredi 22 décembre pour une durée de 6 mois. Selon le texte, il sera obligatoire, notamment dans les administrations, les établissements publics et privés, éducatifs, universitaires, ainsi que les espaces réservés aux activités de loisirs, culturelles, sportives et les lieux de culte. Il sera réclamé à chaque personne à nationalité tunisienne ou résidant en Tunisie âgée de plus de 18 ans. Et une nouvelle tempête se prépare, c'est ce qu'a déclaré hier le directeur régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé Europe. Il appelle les gouvernements européens à se préparer. Le variant Omicron va se propager comme une traînée de poudre et les cas vont augmenter selon lui. Naïla Hamouda. Le variant Omicron met à rude épreuve la santé publique en Europe. L'Organisation mondiale de la santé annonce une augmentation significative des cas de Covid-19 et appelle les gouvernements à se préparer face au tsunami Omicron. D'ici quelques semaines, Omicron sera dominant dans davantage de pays de la région, avec la menace de pousser encore plus loin des systèmes de santé déjà débordés. Moins d'un mois après sa première détection, le variant Omicron est désormais majoritaire au Danemark dans les nouveaux cas de Covid-19 qui ont atteint mardi un record absolu depuis le début de la pandémie. Une situation qui vient perturber Noël et le Nouvel An pour 2 millions d'Européens. Et pour mettre fin à la propagation de cette épidémie, le télétravail va devenir obligatoire au Portugal pendant 2 semaines. Les bars et les discothèques seront fermés. Des jauges seront rétablies dans les commerces et un test sera obligatoire pour assister à un spectacle ou à un événement sportif. En Espagne, la Catalogne devrait passer son réveillon de Noël sous couvre-feu. Ces mesures devraient entrer en vigueur dès jeudi minuit, mais doivent d'abord être validées par le tribunal supérieur de Catalogne. Alors que le taux d'incidence du Covid-19 atteint un nouveau record, la France veut accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal plus vite que prévu. Il pourrait entrer en vigueur dès la première quinzaine de janvier. L'Allemagne, elle, compte limiter les contacts, même entre personnes vaccinées. Pour les fêtes du Nouvel An, pas plus de 10 invités sur la table. La limitation entre en vigueur dès le 28 décembre. Les clubs et les discothèques seront fermés dans tout le pays et toutes les compétitions sportives se dérouleront à huis clos.
Le Royaume-Uni enregistre plus de 90 000 nouveaux cas d'Omicron au jour. Face à ce raz-de-marée, Boris Johnson appelle à la prudence, mais rejette un nouveau tour de vis avant Noël. Nous ne pensons pas aujourd'hui qu'il y ait suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus sévères avant Noël. Le Premier ministre britannique parie sur l'accélération de la campagne de rappel vaccinal et s'en tient pour l'instant à quelques mesures comme l'incitation au télétravail. Et direction la Chine, on continue de parler de cette crise sanitaire. 13 millions, c'est le nombre d'habitants qui se font dépister actuellement à Xi'an, une grande ville chinoise connue pour son armée enterrée en terre cuite. Xi'an, qui a donc mis en place cette campagne de dépistage après la détection d'une quarantaine de cas de Covid-19. Amel Amzian Zitouni nous en parle. Après que le pays ait éradiqué l'épidémie sur son sol depuis le printemps 2020, grâce à de longues quarantaines obligatoires à l'arrivée, des confinements ciblés et des dépistages massifs, la Chine fait face aujourd'hui à nouveau au Covid-19. Fait rarissime, la grande ville chinoise de Xi'an, située dans le nord du pays, a commencé mardi à dépister ses 13 millions d'habitants après la résurgence d'une quarantaine de cas de Covid-19. La ville a également fermé les écoles et les grands centres de loisirs couverts, tout en encourageant les habitants à éviter de sortir et de se rassembler en grands groupes. La Chine mène depuis l'an dernier une stratégie zéro Covid qui consiste à tout faire pour limiter la survenue de nouveaux cas. Les autorités ne veulent rien laisser au hasard avant les Jeux olympiques d'hiver et les grands déplacements du Nouvel An chinois. Et puis aux États-Unis, Joe Biden tente de rassurer les Américains, affirmant que leur pays était prêt et qu'il n'y avait pas de raison de paniquer. Le président s'adressait aux personnes vaccinées. Il précise que se faire vacciner est un devoir patriotique. 73,2% des nouvelles contaminations étaient dues au variant Omicron la semaine écoulée aux États-Unis. En Thaïlande, cette fois-ci, le pays réimpose une quarantaine d'au moins 7 jours à tous les visiteurs face à cette épidémie du variant Omicron. Une mesure qui concerne tous les voyageurs, y compris ceux qui sont vaccinés. C'est un coup dur pour l'industrie touristique qui avait vu ses chiffres s'améliorer progressivement ces dernières semaines et attendait des centaines de milliers de touristes pour le mois de janvier. Et cette nouvelle forme de passe sanitaire proposée par une entreprise suédoise, elle teste actuellement l'implant d'une puce électronique sous la peau des doigts ou du bras dans lequel serait inséré le QR code du passe sanitaire. La puce de la taille d'un grain de riz est sans batterie et sans signal. Elle s'active uniquement au contact de capteurs. L'entreprise suédoise propose donc une solution à des problèmes de batterie sur son téléphone ou de perte de l'attestation papier. Le nouveau président du Chili, Gabriel Boric, qui ne prendra pas ses fonctions qu'en mars, a commencé symboliquement son mandat cette semaine. Hier, a apporté son soutien à l'Assemblée constituante. En tant que député, Gabriel Boric a été l'un des artisans de l'accord politique qui a mené à l'élection d'une Assemblée constituante majoritairement de gauche. La nouvelle constitution devra être soumise à référendum en fin d'année prochaine. Gabriel Boric a assuré que son futur gouvernement sera paritaire et qu'il respectera l'équilibre budgétaire de l'État. En Birmanie, au moins un mort et des dizaines de disparus dans un glissement de terrain dans le nord du pays. Le drame est survenu dans une mine de jade où les conditions de travail sont très dangereuses. Environ 200 secouristes participent aux recherches, certains à bord de bateaux pour tenter de repêcher des corps sur un lac. Aux Philippines, après le typhon Ray, une autre tempête pourrait être en route. C'est ce qu'a annoncé l'Agence météorologique nationale qui a prévenu qu'une zone de basse pression se déplaçait vers Mindanao et avait 30 à 40% de chances de se transformer en dépression tropicale. Les scientifiques préviennent depuis longtemps que les typhons deviennent de plus en plus puissants à mesure que le réchauffement climatique s'accélère. Au moins 375 personnes ont été tuées et des centaines blessées après le passage du typhon Ray aux Philippines, je vous le rappelle.
Au chapitre économie, une cargaison de plus de 260 tonnes de dattes produites à la wilaya d'El Oued en Algérie sera expédiée incessamment vers le Bangladesh, la Malaisie et l'Espagne. Cette nouvelle opération d'exportation vise à ouvrir de nouveaux marchés extérieurs pour ce produit agricole national. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Une opération d'exportation de plus de 260 tonnes de dattes a été lancée via le port d'Alger par l'entreprise nationale Frigomedit, destinée à bord de 13 conteneurs vers 3 pays étrangers, dont 6 conteneurs vers le Bangladesh, 5 vers la Malaisie et 2 conteneurs vers l'Espagne. Pour ce qui est de l'opération d'exportation, une caravane de 130 camions frigorifiques a démarré vers le port d'Alger, transportant une quantité de 260 tonnes de dattes qui sera expédiée vers 3 pays. Le Bangladesh, la Malaisie et l'Espagne, à travers l'entreprise nationale Frigomedit dans un programme d'exportation de cette unité où il existe un mouvement économique comme un indice et valeur ajoutée. Un programme est actuellement en préparation en cours des 6 premiers mois de 2022 pour exporter d'autres types de produits agricoles. Pour ce qui est de l'exportation d'autres produits agricoles, on note l'exportation de certains légumes vers d'autres pays européens et asiatiques par voie aérienne. Aujourd'hui, nous envisageons d'exporter la tomate, qui est la seule source assurée pour l'approvisionnement du consommateur algérien. Notre objectif est de relever le défi pour que notre wilaya contribue à porter une valeur ajoutée et d'augmenter les investissements. Le processus d'exportation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les responsables de la gestion des affaires du secteur agricole, visant à ouvrir de nouveaux marchés extérieurs pour le produit agricole national et pour combler les excédents d'une part et activer le dynamisme de l'économie nationale et créer des richesses alternatives en dehors du secteur des hydrocarbures. Et nous vous proposons aujourd'hui de nous accompagner dans un petit voyage à l'autre bout du monde, aux États-Unis, plus précisément, où la diaspora algérienne se distingue par son sens de l'innovation et de la détection des besoins, des expériences qui donnent souvent naissance à des pépites. Kherden Batash. La diaspora algérienne fait encore parler d'elle dans le monde du business 2.0. Smaïn Salhi, un ingénieur algérien, est en train de révolutionner le monde de la consommation des produits de boulangerie aux États-Unis via un concept simple mais unique en son genre. Avec sa femme Johanna, il a fondé Wild Grain en mars 2020, une start-up spécialisée dans la production et la livraison de pain artisanal, pâtes et autres viennoiseries. De prime abord, le concept peut sembler quelque peu bancal. Mais c'est mal connaître le marché agroalimentaire et les habitudes de consommation chez les Américains. Car au pays de l'oncle Sam, il n'est pas aisé de trouver des boulangeries au sens classique du terme. La consommation de pain et de viennoiserie diffère des autres régions du monde. Et c'est exactement ce besoin qui a fait naître Wild Grain, une boîte en carton contenant du pain, des pâtes et des viennoiseries bio à consommer instantanément ou à conserver au frigo, que le couple livre aux 4 coins des États-Unis depuis Boston, dans l'État du Massachusetts. Il suffit aux clients de se connecter sur le site ou l'application Wild Grain et de faire leur commande, le plus simplement du monde. Adopté par les consommateurs, le concept séduit les Américains qui en parlent de plus en plus. Sur le plan économique, la Junior ne cesse de grandir. Wild Grain a triplé de taille et de chiffre d'affaires en 2021. Durant le 2e trimestre, la start-up a même intégré le top 10 des marques dites Direct to Consumer en termes de croissance rapide, au classement établi par le site SimilarWeb. Diplômé de l'université de Boston, Massachusetts et de l'université Paris-Est, Smaïn Salhi doit avant tout le succès de son entreprise à son sens entrepreneurial, acquis entre autres en Algérie, où il a commencé ses études. Serial entrepreneur, il n'en est pas à son coup d'essai. Passé par une société d'investissement française activant dans le domaine des innovations de rupture à fort impact sociétal, il faisait en 2014 ses grands débuts dans le monde des affaires, en fondant Click, une start-up spécialisée dans l'édition. Smaïn Salhi, un exemple parmi tant d'autres d'une diaspora algérienne qui ne cesse d'étonner le monde.
Et avant de clôturer le chapitre économie, un mot sur les cours de l'or noir qui repartent à la hausse après avoir traversé quelques jours de turbulences sur fond de ventes massives survenues lundi dernier. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en février, le plus échangé à Londres, a clôturé hier en hausse de plus de 3% et a dépassé la barre des 74 $ ce matin. De son côté, la référence américaine du WTI pour échéance en février également, dont était le premier jour d'utilisation comme centrale de référence, s'inscrit dans la même tendance puisque le baril a terminé la journée d'hier sur une hausse de plus de 4%. Peu après l'ouverture de ce mercredi, il affichait un prix supérieur à 71 $. Selon les spécialistes, les restrictions liées à la propagation du variant de la Covid-19 Omicron n'ont pas vraiment affecté la mobilité des personnes et donc eu un effet limite sur l'économie. Et un mot de sport, la rencontre de la Super Coupe d'Afrique entre El Ahly et le Raja de Casablanca est en cours à la 79e minute. Le match entre le vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique et celui de la Coupe de la Confédération est en faveur du Raja. Score 1-0, toujours en cours. Et en sport, toujours la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu au Cameroun le 9 janvier prochain. Le grand événement continental, le très attendu de l'Afrique, ne sera pas annulé. Les détails avec Faisal Salah. Emergency Call. Le SOS était lancé. Les rumeurs étaient publiées et la Coupe d'Afrique au Cameroun était menacée. L'Afrique n'a pas cédé. L'événement continental aura bien lieu au Cameroun le 9 janvier 2022, comme prévu. Le premier responsable de la Confédération africaine de football, Motsepe, l'a dit clairement. J'y serai le 7 janvier. Je viendrai regarder du football. Je viendrai regarder le Cameroun face au Burkina Faso. Nous verrons bien à qui le trophée sera remis ce soir-là. Leto est le président de la Fédération sénégalaise. Une idée de qui gagnera. J'aimerais vous remercier et vous dire que nous devons tous travailler ensemble, de nous battre pour les intérêts communs de nos peuples. Aujourd'hui, c'est à propos du football et notre passion pour le football. Nous voudrions travailler avec le reste du monde, avec l'Europe, avec la Chine, avec l'Amérique. Mais nous devons réaliser que c'est notre devoir absolu et fondamental de développer notre continent, notamment d'un point de vue footballistique, pour faire du football africain l'un des meilleurs dans le monde. L'homme derrière la résistance est un lion indomptable. Nom Eto'o, prénom Samuel, et sa voix peut arriver jusqu'au rugissement. Fraîchement élu à la tête de la Confédération camerounaise du football, l'ex-joueur du Barça a mis tout sur la table pour que cette CAN aura lieu. En Europe, pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun? Donne-moi une seule raison valable. Après la réception au Palais de l'Unité au Cameroun du président de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsepe, le président du Cameroun, Paul Biya, a envoyé un message sur Twitter. Le président de la Fédération algérienne de football, Sharafeddine Amara, ne décrit la situation et l'attaque de l'UEFA. Et quand leur nation ont besoin de ces joueurs, les clubs européens les empêchent de revenir dans leur pays pour servir leur nation. Je trouve que c'est un manque de respect. L'Afrique en football. C'est Rachid Makhloufi, le joueur du FLN. C'est le Ghanéen Abedé Pelé, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui a aidé le club à obtenir la seule et unique étoile. C'est Rabah Madjer qui a marqué les esprits avec une talonnade de la finale de la Ligue des Champions devant le Bayern Munich. Le geste porte le nom de l'Algérien Ala Madjer. L'Afrique, c'est Georges Weah, l'Akhdar Belloumi, le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea, Didier Drogba. L'Afrique, c'est le grand Dahleb au PSG, c'est le dribble de JJ Okocha, la danse de Mila. L'Afrique, c'est le Hadji Diouf, l'Afrique, c'est la personnalité d'Eto'o Samuel et surtout l'Afrique, c'est un public et des supporters merveilleux, une mosaïque unique. L'Afrique est belle et au Cameroun, elle sera à la maison bien que le titre peut toujours revenir à son armoire à Alger. Et pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations, nous rejoint du Cameroun en direct Emmanuel Mabouang, personnalité sportive camerounaise. Bonsoir, Monsieur Mabouang. Est-ce que le Cameroun est prêt à accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations?
Bon, il faut dire que c'est quelque chose qu'on attend depuis bientôt 50 ans, cette Coupe d'Afrique, et que les populations du Cameroun, le gouvernement du Cameroun, les sportifs du Cameroun ont décidé en commun de mieux organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, tout simplement parce que c'est vrai qu'on a gagné 5 fois à l'extérieur, c'est vrai qu'on a disputé plusieurs finales, mais jamais le Cameroun n'a organisé une Coupe d'Afrique depuis 50 ans. Donc c'est pour cela que le report de 2019-2021 a été difficile pour nous d'accepter cela, mais je pense que le Cameroun est prêt à 100%. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le stade de Lembe n'était pas fini, mais moi j'habite à 200 mètres du stade. J'habite à 200 mètres de ce stade. Mon CP a été aujourd'hui au stade. Je pense que le Cameroun a tout mis pour que le stade de Lembe soit prêt. C'est le seul endroit qui restait encore. On pouvait bien jouer, mais les alentours du stade n'étaient pas en vérité prêts. Mais aujourd'hui, nous avons vu que tout est fin prêt pour jouer le match d'ouverture là-bas. Les autres stades, je me trouve en ce moment à Douala, les autres stades, la réunification, le stade de Bepanda, le stade de Japoma sont opérationnels. Les rues sont OK, le plateau à l'hôpital, c'est bon. Mais maintenant, les populations sont justement inquiètes parce qu'on veut réduire le nombre de stades. Je vous jure que ça serait la meilleure Coupe d'Afrique que l'Afrique a organisée. Tous les stades seront pleins si jamais la FIFA nous autorise les entrées au stade. C'est vrai que les gens se vaccinent. Ce problème de vaccination nous gêne beaucoup parce que nous sommes l'un des pays au monde où il y a moins de morts, la population est moins infectée par le virus du coronavirus. Mais le Cameroun a ses armes, le Cameroun, les populations, on est fin prêt à organiser Merci beaucoup et on souhaite évidemment bon courage à toutes les nations africaines pour cette compétition. Merci beaucoup Emmanuel Mabouang, personnalité sportive camerounaise, vous étiez avec nous en direct. Et une découverte pour le moins surprenante, un embryon de dinosaure parfaitement fossilisé montre que les oiseaux modernes doivent beaucoup à leurs ancêtres. Le spécimen datant d'il y a au moins 66 millions d'années a en effet été retrouvé dans une position jamais vue chez les dinosaures, mais bien connue chez les oiseaux. Découverte avec Safwan Ben Sabri. Voilà une découverte qui comblera les fans d'archéologie et en particulier de dinosaures. Depuis 24 heures, le monde scientifique et les amateurs de paléontologie sont en émoi face à l'embryon magnifiquement conservé qui a été découvert mardi à Guangzhou, en Chine. Celui-ci date de 66 millions d'années. Les scientifiques ont annoncé avoir découvert cet embryon de dinosaure se préparant à sortir de son œuf tel un oiseau. Ce fossile d'Oviraptorosaure a été nommé par les chercheurs Baby Yingliang. Baby Yingliang a été retrouvé le dos courbé, ses pieds de chaque côté de sa tête, avec celle-ci rentrée sur son ventre, une position qui n'avait encore jamais été observée chez les dinosaures, mais qui est bien connue chez les oiseaux. Mais Baby Yingliang, relique du passé parfaitement conservée, est une capsule temporelle qui nous raconte une partie de l'histoire de la Terre qui cache encore beaucoup de mystères. Et comme quoi le monde est plein de surprises. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très belle suite des programmes sur Al24 News. Bonne soirée à tous.